Bonsoir à tous. Focus dans Église du Monde cette semaine sur le Kosovo. Après les élections législatives du 11 juin, le plus petit État des Balkans, qui compte moins de 2 millions d'habitants, a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. La population est à 95% musulmane. Au nord, les populations sont essentiellement serbes et orthodoxes, soit environ 6% de la population globale. Et ces deux communautés, elles connaissent des tensions héritées de l'histoire et attisées par les nationalismes régionaux. On va bien sûr y revenir. Et les catholiques, de leur côté, ils se situent autour de 3 à 5%. On apportera un éclairage sur cette communauté méconnue avec notre invité, frère Vlatko Maric. Frère, bonsoir. Bonsoir à vous et à vos spectateurs. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes franciscain croate de Bosnie et vous vivez en France depuis près de 26 ans. Oui. Alors peut-être pour nos téléspectateurs, une première approche de ce pays. Expliquez-nous un petit peu comment est arrivé le christianisme au Kosovo. Le christianisme est arrivé assez tôt dans ces régions. C'est Saint Paul déjà qui a vision d'aller évangéliser Macédoine. On dit que Saint Luc il a évangélisé Dalmatie. Ça signifie le passage vers la Dalmatie, vers la région. Ça comprend aussi le Kosovo, Albanie. Et cette partie-là était très tôt devenue, étant donné que c'était la province romaine. Et ça signifie que, comme tel, assez vite, elle était évangélisée à tel point que les évêques de cette région, mais aussi de Kosovo, existaient à l'époque au concile de Nicée en 325. Le christianisme est très tôt et seulement vers 6e, 7e siècle arrivent les Slaves qui s'installent dans la région. Les Albanais ou les Kosovars d'aujourd'hui sont probablement déjà à l'époque présents, et parce que c'est une vieille nation, vieille population qui est là, et qui est un mélange de beaucoup de tribus différentes, illyriens ou d'autres. Parlez-nous aussi, donc, il y a toute la période de l'Empire ottoman. Et le christianisme est présent. Il faut savoir que déjà au Moyen-Âge, déjà au Xe, XIe siècle, il existe l'État serbe, l'Empire serbe, qui va décliner avec l'arrivée des Ottomans, après la bataille de Kosovo de 1389. La Serbie tombe sous la domination des Turcs, et cette région également, à tel point que l'Albanie, un peu plus tard, mais elle devient assez au XVe siècle, XVIe siècle, elle est sous très forte pression des Ottomans, que la majorité des chrétiens de cette région se convertissent à l'islam, parce que pour éviter d'être les citoyens de seconde zone, de ne pas payer les tributs. Au commencement, c'était pour éviter des problèmes, mais peu à peu l'islam devient la religion. Mais il y a du côté catholique beaucoup de gens qui sont restés catholiques et à l'extérieur ils étaient musulmans. Ça signifie ce qu'on appelle les crypto-catholiques, qui sont restés jusqu'à nos jours. Je me rappelle moi-même que j'ai eu l'occasion, dans les années 80, connaître l'existence de ces crypto-catholiques. D'accord, c'est une petite communauté, j'imagine, mais qui existe encore. Oui, c'est tout petite, qui existait, qui de point de vue extérieur, se comportait comme une famille musulmane, et à la maison, c'était les chrétiens, ils se baptisaient, tout ça, à la manière, comme on a vu dans le dernier film sur le Japon. Les chrétiens cachés du Japon. Alors, en quoi est-ce que le christianisme a façonné la culture du Kosovo ? Il faut voir seulement ce qu'il existe comme ça s'appelle bâtiments religieux, les monastères, les églises. Il faut voir aussi tout ce qui était comme
fonctionnement, manière de penser. Et d'ailleurs, même chez les musulmans de cette région, le christianisme est quand même présent. Il y avait quelque chose, même l'écriture, aujourd'hui, par exemple, chez les Kosovars, c'est l'écriture latine. Voilà, d'accord. Et ça, d'une manière aussi, intellectuellement, ils étaient liés en grande partie, surtout après le congrès de Berlin de 1878. Et Kosovo devient seulement pratiquement sous la domination de Serbie à partir de 1912, après les guerres balkaniques, première guerre balkanique, et qui après devient partie de la première Yougoslavie et la seconde Yougoslavie. Et Kosovo était, dans la deuxième Yougoslavie, était une autonome part de la Yougoslavie, ça signifie faisait partie de la Serbie, mais elle avait son gouvernement, son parlement qui existait. Alors on va maintenant revenir sur ces années évidemment difficiles que l'on a en tête. C'est les années de guerre qui ont touché le Kosovo à partir de 1981. Alors, est-ce que vous pouvez, c'est pas évident de faire une synthèse, mais nous rappeler brièvement un petit peu quels en ont été les points saillants de ce conflit? Le conflit entre les Serbes et les Kosovars, ce n'est pas 1988-89. Déjà, il faut savoir, à partir du congrès de Berlin de 1868, la Serbie essaye de conquérir le Kosovo, de l'avoir. Elle a réussi en 1912, après les guerres balkaniques, et déjà entre deux guerres de 1919 à 1941, elle essaye en quelque sorte de coloniser Kosovo. Il y a trois étapes de colonisation, 19-21, 21-31 et 31-41. Dans cette période-là, elle a réussi en quelque sorte d'un quart population qui était serbe à l'époque, devenir un tiers de la population. Et ça fait aussi la même chose après la Deuxième Guerre mondiale. La deuxième chose, après que les Serbes sont partis, les réfugiés serbes de Croatie, la Serbie tout de suite, elle veut installer les Serbes au Kosovo. C'est aussi un lieu de tension. Mais il ne faut pas oublier que le conflit et la dissolution de la Yougoslavie a commencé au Kosovo en 1981 pour se terminer finalement en 1995 et en 2004, 2002 pratiquement après la guerre au Kosovo, quand Kosovo devient indépendant et ça signifie, quand il se proclame et quand il est reconnu aujourd'hui, le Kosovo est reconnu par 116 pays sur 198, combien il existe. Mais finalement, la perte du Kosovo pour la Serbie, ça a été son traumatisme en quelque sorte? Oui, parce que le problème des Serbes, c'est qu'ils n'ont jamais réussi et essayé vraiment de trouver la solution de cohabitation. Ils ont voulu toujours, ils ont voulu toujours imposer. Vous voyez, aujourd'hui, il y a 200 000 Serbes au Kosovo et il y a 1 600 000 Kosovars. Aujourd'hui, la Serbie encore ne veut pas reconnaître la possibilité que le Kosovo devienne un pays indépendant. Il ne cherche pas de trouver une solution. Il n'a pas cherché. D'ailleurs, le fait qu'ils ont supprimé l'autonomie a déclenché cette tension parce que les Kosovars devenaient en quelque sorte les citoyens de seconde zone, avec impossibilité d'avoir l'école bien organisée, les universités, interdiction et tout ça. Il faut savoir que les Albanais étaient obligés de former une université parallèle à l'université de Kosovo, de Pristina, qui était devenue totalement serbe et où ils ne pouvaient pas étudier. On oublie cela. Et ça, c'est dommage parce que le nationalisme et mythologie serbe qui les incite, qui devient en quelque sorte obstacle pour une réelle politique. Alors, ce qu'on n'a pas en tête aussi, c'est un peu les effets de cette guerre d'un point de vue humain.
voilà, du côté kosovar et côté serbe. Quand on regarde, on parle toujours, c'est la guerre 98, 80, mais déjà 96, et commencent les conflits. Et il ne faut pas oublier que l'attaque de NATO a commencé 23... De l'OTAN. De l'OTAN, oui. De l'OTAN, 25 mars 1999. Auparavant, il y avait la discussion à Rambouillet. On a essayé de faire, en quelque sorte, trouver une conciliation, une solution entre les Kosovars et les Serbes. Les Kosovars ont signé la proposition de la communauté internationale. Les Serbes ont refusé, ce qui a provoqué. Et l'attaque, et les Serbes ont intervenu par l'armée, ce qui a fait exode des Albanais. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, un mois, juste avant l'attaque de l'OTAN sur la Serbie, mais il y avait déjà 300 400 000 de réfugiés des Kosovars qui étaient chassés, qui étaient obligés de partir devant l'armée serbe en Macédoine, en Albanie. Et à la fin, ce nombre de réfugiés a monté à 862 000. C'est énorme. Ça signifie pratiquement la moitié de la population de Kosovo était obligée de partir de Kosovo. Et de l'autre côté, ne pas vouloir discuter et 200 000 personnes voulant imposer à une population sa manière de penser au lieu de discuter, de trouver des solutions. Voilà. Alors, on va y revenir. Et puis, surtout, un conflit a toujours des effets des deux côtés. Il y avait des victimes. Bien sûr. Mais quand on aussi compare là, ça, il faut prendre les chiffres que donne Fonds pour le droit humanitaire, qui a recensé autour de 13 472 victimes pendant cette guerre entre 1998 et 2000. 10 533 sont victimes albanaises. 2238 sont victimes serbes, autour de 126 victimes roms, 100 de bosniaques, ce qui s'appelle bosniaques, et les autres sont 426 personnes. Ça signifie il faut prendre toujours tout complet, pas seulement regarder d'un seul côté. Et on a tendance, quand on a dans les conflits, dans les difficultés comme ça, regarder seulement ses propres victimes et ne pas regarder ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, le grand problème de cette guerre, c'est le Milošević qui a déclenché cette guerre au Kosovo en 1989, en proclamant que ça reste Serbie, que les autres doivent obéir. Voilà. Alors, on va parler un petit peu des effets de cette guerre et aujourd'hui, qui évidemment se vivent encore puisque la cohabitation est très compliquée entre les Kosovars et les Serbes, avec la situation particulière de Mitrovica, qui est la ville située au nord du Kosovo, qui est coupée en deux depuis la guerre. Elle compte aujourd'hui 80 000 habitants, dont 10 000 Serbes. Ces derniers vivent tous dans la partie nord de la ville, à l'exception du père Nenad et de sa famille. Ce prêtre serbe est en charge de la paroisse Saint-Sava, située dans la partie albanaise. Il y a été envoyé par son évêque en 2016. On regarde cet extrait de documentaire, on en parle avec vous juste après. Od 1. augusta ove godine ja sam raspoređen po blagoslovu episkopa Raško-Prizinskog, gospodina Teodosija, da služim u ovoj crkvi. U crkvi su živjeli i služili sveštenici sve do marta 2004. godine, kada je crkva spaljena i skroz je izgorela. Ovdje u ovom delu, južnom delu, nema Srba. Jedini Srbi smo, znači mi, ja, supruga i 4 dece. I moja deca, 2 njih idu u srpskoj školi u severnom delu, jer ovdje u južnom delu Mitrovice nema srpske škole. Također ovdje u južnom delu postoji i srpsko groblje
koje je 1999. godine svi spomenici su porušeni, većinom spomenika je porušeno i sada Srbi dolaze jedino kada su zadušnice, praznik, obilaze grobove svojih predaka. Jeste da li sad nema uslova za neki povratak za Srbe koji bi htjeli da ovdje žive, jer oni se ne osjećaju da su ovdje bezbedni, da bi živjeli sami u južnom delu bez prisustva policije ili KFOR-a. Voilà, c'est un extrait du documentaire Kosovo, une chrétienté en péril, qui d'ailleurs a suscité pas mal de réactions de la part de certains de nos téléspectateurs. Frère, vous l'avez visionné vous-même? Oui, je l'ai visionné et j'étais vraiment un peu triste parce que c'est seulement un point de vue de côté chrétien ou plutôt de côté serbe. On ne voit pas de l'autre côté les victimes. C'est l'Église serbe sont victimes, c'est vrai, ouais. Souffert, elles étaient brûlées aussi, mais on ne parle pas aussi de ce qui était brûlé chez les Albanais, de Kosovo. Et la position, justement, parce que les Serbes de Kosovo, ils espèrent toujours être la Serbie. Aujourd'hui, je pense, ils ne regardent pas ils ne font pas une réelle politique. Ça signifie qu'il faut prendre en considération tout ce qui s'est passé et voir comment on peut collaborer et non pas se séparer. Est-ce que, justement, l'Église à ce niveau-là, c'est de voir comment on peut collaborer, elle joue un rôle particulier? Oui, mais Kosovo est un peu particulier. Pourquoi? Parce que les Serbes sont les orthodoxes. Il n'y a pas d'orthodoxes albanais qui sont inclus dans l'Église orthodoxe serbe. Et c'est toujours le problème avec l'Église autocéphale. Elle s'occupe seulement de leur population, leur peuple en quelque sorte. Par contre, il existe les catholiques là, au Kosovo, mais il existe catholiques albanais, mais catholiques croates. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui est traversal, qui traverse un peu le problème. Cette petite église catholique, c'est 65 000 personnes, c'est tout petit, avec 24 petites paroisses, une quarantaine de prêtres, une centaine de religieuses, voilà. Et c'est autre chose. Je pense qu'il y a un évêque, mais c'est un évêque administrateur apostolique. Ça signifie que ce n'est pas un évêque comme les autres, étant donné que le diocèse avant la guerre, c'était un diocèse Skopje-Prizren, mais après, on a aménagé un peu et il est devenu une administrature apostolique avec un évêque qui est né dans les années 63, qui s'appelle Dede Djedji, et qui est évêque de Prizren, Pristina, parce que le siège avant c'était à Prizren, mais avec la construction de cathédrales consacrées à Sainte Mère Teresa et à Pristina, c'est aussi la cathédrale à Pristina, qui est la capitale. Vous évoquez justement cette petite communauté catholique et l'origine de Mère Teresa, qui est une grande fierté, qui a eu sa vocation religieuse au sud-est du Kosovo, dans l'église de Letnica. Alors, d'ailleurs, je précise que la consécration de la cathédrale aura lieu le 5 septembre prochain. Mais dites-nous un petit peu, voilà, une petite communauté. C'est quoi sa vitalité aujourd'hui? Est-ce que c'est une église qui connaît une dynamique? Il faut savoir que c'est une petite communauté, 65 000 fidèles. Il y a 24 paroisses, il y a une quarantaine de prêtres. C'est une communauté qui a des vocations. D'accord. Plus qu'ailleurs, parce que la communauté albanaise, et en général les Albanais, c'est un peuple vital. Ils ont beaucoup de naissances. Les Serbes, comme les Croates, comme les Slovènes, comme les Hongrois, ils ont une natalité très faible. C'est ça qui est un grand problème pour les Serbes d'aujourd'hui, comme pour les Croates et les Slovènes. Et aussi, les Serbes sont beaucoup partis de Kosovo dans les années 80, même en vendant des choses parce qu'ils sentaient les pressions, mais ils sont partis. Et les Albanais sont restés, ils ont
une vitalité assez importante, même si beaucoup de jeunes sont partis. La diaspora albanaise en Europe et en Amérique est très forte. Très nombreuses en Suisse, même en France. Alors, on va voir quelle est la contribution de l'Église catholique à la réconciliation dans ce pays meurtri. Et on va entendre à ce sujet le vicaire général du Kosovo, Donosh Djergi. Il répondait aux questions de Matteo Ghisalberti. Ma le nostre persecuzioni sono quasi storicamente una costante, però soprattutto nel periodo dal 81 all'89 fu l'anno dell'abolizione dell'autonomia del Kosovo, quando ci fu questa crisi o disgregazione della Jugoslavia. Senz'altro noi come Chiesa Cattolica con il vescovo già defunto da anni, Monsignor Nicola Prela, lui dall'81 praticamente si è mosso a rendere pubblica questa situazione e in ogni ingiustizia, in ogni momento di tensioni di ogni genere, incarcerazioni, processi inventati e così via, lui è intervenuto. Praticamente la voce del popolo del Kosovo dall'81 all'89 era solo la Chiesa Cattolica. Noi come Chiesa Cattolica vogliamo essere una Chiesa ponte, perché da una parte sono fratelli nella fede serbi che sono ortodossi, perché siamo cristiani. Fratelli nel sangue, quindi nella nazionalità, nella lingua, nella cultura, nella tradizione ormai di 2000 anni, siamo con gli albanesi. Ormai sono 4-5 anni che abbiamo proposto e abbiamo ottenuto di avere contatti diretti fra i responsabili di queste tre comunità che sono Chiesa Cattolica, Chiesa Ortodossa Serba e comunità islamica albanese del Kosovo. Ci raduniamo regolarmente ogni 2-3 mesi, ormai abbiamo raggiunto questa comunicazione regolare e direi abbastanza anche normale, pur non entrando in certi argomenti o situazioni. Voilà la communauté catholique qui joue un pont, rôle de pont entre les différentes communautés. Mais c'est une nécessité. Oui. Et en plus, si on veut éviter les conflits dans l'avenir, il faut faire quelque chose. Il faut que, je pense, la communauté serbe de Kosovo cesse de regarder trop vers Belgrade. Il commence un peu mieux à voir qu'est-ce qu'on peut faire sur place avec les autres. Et ça peut se faire comment, ça, qu'elle Mais commence à ça regarder plutôt sur place? Ça signifie qu'ils s'organisent et que leurs représentants discutent avec les Albanais de Kosovo, avec les autres. S'ils attendent que toute la solution arrive de Belgrade, de président Vučić ou d'autres, ils ne réussiront jamais. Est-ce qu'il y a des laïcs qui s'engagent aussi sur le terrain, des acteurs de la Il société civile? y a un certain nombre, mais c'est encore... Vous savez, c'est très difficile pour certains, les gens comme ça qui s'engagent à les sociétés civiles, ils sont très vite surplantés par ces nationalistes qui veulent faire la Grande Serbie ou le Grand Kosovo ou la Grande Albanie. Ça signifie il faut qu'ils commencent à se prendre en considération et discuter avec ceux qui sont sur place. Parce qu'un retour dans le passé, retour à la Serbie de Milošević, ça ne pourra pas se faire et c'est une grande illusion. Autrement, ce sera à nouveau le conflit dans cette région qui est d'ailleurs aujourd'hui très difficile étant donné l'influence de la Turquie dans cet espace. Et donc sur cette question des conditions de la réconciliation entre Serbes et Kosovars, eh bien nous avons interrogé là-dessus l'ambassadeur du Kosovo en France, M. Kandrem Gashi. On écoute sa réponse. La réconciliation est nécessaire et elle est possible. Mais pour cela, il faut d'abord travailler pour accepter le passé, les douleurs, et aussi pour créer une coopération pour que les jeunes, mais les autres aussi, peuvent travailler ensemble
pour qu'ils puissent appuyer sur l'avenir. Pour l'instant, pour le Kosovo, il est nécessaire d'avoir l'acceptation de l'indépendance du Kosovo par Belgrade. Donc ça va aider la réconciliation entre les Serbes et les Albanais. Le Kosovo est un pays riche d'histoire. Parfois, on a trop d'histoire, mais nous sommes concentrés de travailler pour l'avenir. Frère, une réaction, c'est cette condition-là majeure, l'acceptation par Belgrade de cet État, finalement, Oui, de Kosovo. et de l'autre côté, il faut que de deux côtés, ils commencent à apprendre la langue. Du côté serbe, Serbe. peut-être les Serbes de Kosovo comprendre albanais, et l'albanais, qui autrefois parlait ou plus ou moins bien le serbe et connaissait, a aujourd'hui les nouvelles générations qui commencent aussi par les Serbes. Et prendre en considération qu'ils sont sur le même territoire, dans un même espace, et qu'ils doivent collaborer, doivent faire quelque chose, pas à regarder cette méfiance, mais commencer à dire, ils sont là, allons faire quelque chose en commun. Ça vous semble possible, tout ça? Vous en avez l'espérance? Parce qu'on se dit finalement, ça fait des années que c'est comme ça, oui. On n'en voit pas trop bien l'issue. Mais tant que les nationalistes, et tant qu'on est en quelque sorte nourri par ailleurs que l'espérance que le Kosovo va à nouveau redevenir la Serbie, ça resterait un problème pour les Serbes. Mais faire ce pas et prendre, il y a un certain nombre de Serbes du Kosovo qui essayent de faire cela. Mais ils sont toujours en quelque sorte méprisés ou empêchés par ceux qui sont à la botte de Belgrade. Donc il faudrait qu'il y ait des évolutions politiques Oui, à ce niveau-là. Il faut une évolution politique, il faut aussi conscience que quand on veut faire quelque chose, on peut le faire. Mais il faut la volonté et la confiance. Il ne faut pas regarder seulement le passé, que le passé nourrit présent par la haine. Il faut éviter que la haine soit présente, mais qu'il y a la raison qui gouverne, mais pas la haine, pas l'histoire qui est en soi très conflictuelle. Parce que si on continue, on peut répéter l'histoire encore 10 000 ans. Merci beaucoup, frère Vlatko Maric, d'être venu nous apporter votre éclairage sur ce petit État du Kosovo. Nous suivrons ce qu'il va advenir, comment les choses peuvent évoluer, peut-être dans les prochains mois. Et voilà, vous pouvez retrouver cette édition sur notre site et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous. Merci à vous.